Bonjour Virginie. Ah, alors, Virginie nous voit. Est-ce que vous nous entendez, Virginie? Oui, très bien. Bonjour. Très bien. Je disais, avant que vous nous rejoigniez, qu'on partait pour la Sibérie et que c'est vous qui alliez nous servir de guide. On fera les présentations un petit peu plus tard. Je voudrais savoir où nous sommes, où est-ce que vous nous emmenez exactement? Très bien, écoutez, si vous voulez bien me suivre, nous allons partir à Stockholm pour la remise du prix Nobel de la paix de l'année 2093. Alors, l'heureux récipiendaire est le célèbre data scientist Zheng Hui. Alors, faut dire que pour nous, la surprise n'est qu'apparente, car le nom de ce médecin chinois circulait déjà depuis plusieurs années. Est-ce qu'on peut savoir, Virginie, pourquoi est-ce qu'on lui remet ce prix à ce Chinois ? Oui, alors Zheng Hui, en fait, est connu dans le monde entier pour avoir mis au point en 2042 le premier nano-cyber-médecin de synthèse baptisé Dragon Rusé. Ce dispositif, c'est un système embarqué dans le corps humain qui a en fait connu une très forte expansion dès la seconde moitié du XXIe siècle. Et nous sommes actuellement plus de 4 milliards d'individus, soit en gros la moitié de la population mondiale, à suivre en ce moment, de près ou de loin, cette cérémonie. Alors Dragon Rusé, c'est un nanorobot que l'on peut directement ingérer sous forme de comprimé. Il atteint la circulation sanguine sans être dégradé. Alors les premiers modèles de 2045 n'étaient évidemment pas aussi puissants qu'aujourd'hui, mais ils étaient déjà en mesure de détecter les hémorragies internes, de retirer le cholestérol qui bouchait les artères à l'aide de mini-aiguilles rétractables. Alors aujourd'hui, en 2093, Dragon Rusé administre directement des médicaments, localise des métastases à un stade précoce, détruit ce qui n'est pas accessible au bistouri, active des anticorps et contrôle la douleur. Donc, il est capable de faire tout un tas de choses. Oui, c'est assez édifiant, assez impressionnant quand on vous entend en parler depuis 2093. J'imagine, Virginie, que cette révolution, on peut parler de révolution, ne s'est pas faite sans peur. Alors c'est vrai que le fait d'être observé de l'intérieur a causé du trouble dans une partie non négligeable des populations, et notamment les populations européennes. Mais en fait, comme il suffisait simplement d'avaler un comprimé, c'était très facile d'adopter Dragon Rusé. Et puis c'est vrai que pour beaucoup, le fait d'augmenter ses chances de pouvoir rester en bonne santé l'emporta sur la peur de la traçabilité biologique. On peut dire aujourd'hui que l'essentiel des maladies neurodégénératives, des cancers, des lombalgies chroniques, qui engendrent toujours des coûts énormes dans vos entreprises, n'existent pratiquement plus chez nous en Sibérie. Et on a observé aussi un phénomène comparable avec les smart cities des années 30. L'assurance pour le citoyen d'avoir un accès régulier aux énergies, là, d'une certaine façon, emportée sur la peur de sa traçabilité énergétique. Donc, la Chine, à partir de 1942, puis le reste de l'humanité, ont finalement adopté ce nanosystème qui est capable de nous réparer de l'intérieur. Dites-moi, Virginie, il y a une question qui me vient. Est-ce que ça a eu, par exemple, des conséquences sur le secteur assurantiel? Alors évidemment, très rapidement, nos assurances santé ont perdu leur attrait. Elles ont commencé à prendre des assurances pour se protéger de la faillite. Puis les frais engendrés étaient devenus si conséquents que les assurances, puis les assureurs des assurances finirent par mettre la clé sous la porte dès les années 50. Donc à partir de là, on peut vraiment considérer que Dragon Rusé était devenu le gardien du bien-être de chacun. Virginie, c'est passionnant, mais moi je voudrais comprendre le lien direct avec notre rencontre d'aujourd'hui qui est liée aux cyberattaques, à cette menace globale. Alors il faut bien comprendre que l'arrivée de ce nanorobot a radicalement changé la philosophie des États en matière de sécurité et je dirais plus largement en termes de gestion de risques systémiques. Bon, d'abord pour nous, le cyberespace en 2093, il est partout. Ensuite, nous n'envisageons plus la cybersécurité, c'est-à-dire la sécurité systémique globale de la même façon. Dragon Rusé traite en temps réel, avec ses nanocapteurs, des milliers de paramètres biologiques. Il les recoupe ensuite automatiquement avec les antécédents médicaux et l'essentiel des activités économico-sociales. Donc notre conception de la sécurité, dans celle-ci, on ne distingue plus la santé
de la protection des personnes. Vous avez en fait près de 1000 milliards de croisements de données effectués à la seconde, ce qui permet à ce nanorobot de déceler toute anomalie dans ce que nous appelons aujourd'hui la maintenance du citoyen, qui fait partie de la Déclaration des droits de l'homme. Donc cette maintenance du citoyen, c'est la recherche de l'équilibre alimentaire, c'est éviter la pollution urbaine, les risques liés au stress, au travail, à la salubrité des logements. Donc on a aussi une cartographie dynamique des territoires où il fait bon vivre selon le niveau de revenus et les prédispositions biologiques de chaque citoyen. Donc évidemment, ça a eu des conséquences non négligeables sur la résilience des entreprises. Avec la crise énergétique, les outils pour se protéger des cyberpirates nécessitaient des mises à jour continues et de plus en plus complexes. Les coûts pour assurer la production, l'approvisionnement et les transports des énergies domestiques étaient devenus exorbitants. Mais de l'autre côté, les données accumulées par Dragon Rusé étaient devenues si précieuses pour la sécurité des organisations qu'elles ont progressivement accepté de dépendre de ce dispositif pour protéger leur propre système. Donc, quand le nanorobot a eu accès à la traçabilité individuelle des flux financiers, c'est toute la lutte contre la cybercriminalité et la sécurité des populations qui s'est trouvée renforcée. Alors, évidemment, avec une perte certaine de notre souveraineté, il faut le reconnaître. Mais en résumé, on peut dire que les privations énergétiques ont eu pour effet de plonger les populations occidentales dans les bras du nanorobot. Alors cette idée de protection que vous appelez cybersécurité, nous on l'appelle aujourd'hui la maintenance du citoyen, c'est-à-dire la sécurité assurée au quotidien pour chacun. Et cette notion constitue une évidence partagée pour une grande partie de la planète. Et comment ont fait les pouvoirs publics? Ils ont réussi à s'adapter? Alors c'est un sujet assez délicat. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, je voudrais insister sur le fait que, à nos yeux, pour nous en 2093, vous les gens de la première moitié du XXIe siècle, vous avez d'une certaine façon une conception assez étrange de votre sécurité. Parce que d'un côté, vous refusez la traçabilité de vos données sanitaires au nom de vos libertés individuelles, tandis qu'au nom de vos loisirs, vous autorisez sans restriction la traçabilité de vos goûts, de vos préférences et de vos modes de vie. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après 2025, les gouvernants ont réalisé que les industries créatives et la grande distribution avaient une connaissance beaucoup plus fine des comportements collectifs, ou je dirais même des données sensibles, que nos instituts de sondage et je dirais même les administrations de nos États vieillissants. Oui, si je résume, nous sommes un vieux monde. Alors, je ne dirais pas ça, même s'il est très difficile pour moi de revenir par la pensée dans un monde si différent de ce qu'est le nôtre aujourd'hui. En fait, 3 choses me surprennent encore chez vous. Tout d'abord, vous utilisez des objets techniques qui sont extérieurs à vous. Vous avez, là je vous vois, des téléphones mobiles, et d'ailleurs nous communiquons ensemble via un écran qui nous est extérieur. Donc même si vos actes du quotidien sont de plus en plus dématérialisés, ils continuent de passer par des médiations, des supports, par des objets connectés qui restent finalement extérieurs à vos corps biologiques. Chez nous, tous les dispositifs techniques sont des systèmes embarqués. Ensuite, vos données individuelles sont finalement portées, régies dans des domaines d'activité séparés. Vous distinguez encore ce qui relève de la santé, de l'environnement, de la police des personnes et de l'urbanisme. Donc chaque domaine a d'une certaine façon des enjeux propres de cybersécurité. Donc pour vous, ça veut dire que la prévention des maladies vous apparaît comme une préoccupation bien différente de la prévention des crimes. Donc votre gestion des risques, je dirais, s'effectue encore domaine par domaine. Pour nous, la sécurité médicale, la protection physique et la qualité de vie sont réunies. Donc je crois que c'est sans doute pour cela que nous avons des visions assez différentes de ce qui définit la sécurité. Et puis troisième point, vous êtes dans une logique de contrat social fondée sur l'État-providence. Il y a encore cette idée que les enjeux de sécurité doivent rester sur le contrôle des États, sans trop d'hybridation entre le public et le privé. Et c'est pour cela que l'idée d'une identité numérique individuelle peine à se développer parce qu'elle se heurte à la tradition légale de séparer ce qui relève du public de ce qui relève du privé. Donc la conséquence, c'est que les alertes et les dysfonctionnements organisationnels sont
malheureusement de plus en plus intense. Et en quoi avons-nous justement, Virginie, une conception si différente dans notre monde que dans le vôtre de ce qu'est la sécurité ? En fait, pour nous, vous êtes un peu plongé dans un paradoxe culturel. Vous craignez que la sécurité porte atteinte à votre vie privée et pourtant vous attendez de vos services publics d'être prémunis contre les aléas biologiques et contre toutes sortes de risques de cyberattaques. Et en fait, on voit bien au fil des générations, au cours du temps, l'homme a toujours essayé, sans aucun succès, cette chose impossible de réguler l'imprévisible, d'atteindre des situations de risque zéro. Et le grand sociologue Gérald Bronner avait nommé cela le populisme précautionniste. Vous voulez finalement connaître, anticiper l'imprévisible. Et plus encore, vous considérez que les décideurs publics sont responsables de tous les aléas. Dites-moi, les traçabilités, alors je ne sais pas si on peut le dire comme ça, traçabilité individuelle, vue en tout cas de notre monde, de 2023, c'est quand même pas une perspective très réjouissante. Oui, on peut le dire comme ça, mais en même temps, sans la traçabilité, quelle réponse peut-on apporter aux alertes sanitaires, aux pandémies ? Quelle autre solution envisageable pour les autorités publiques qu'un confinement qui nous est apparu un peu archaïque et moyenâgeux ? Au début du siècle, au début du XXIe siècle, il n'y avait que cette solution à disposition puisqu'on ne connaissait pas les caractéristiques globales de diffusion des épidémies. Il vous manquait des détails cruciaux et notamment la connaissance des contaminations individuelles en temps réel. Et seul Dragon Rusé aurait été en mesure d'effectuer cette traçabilité et de libérer ainsi les populations d'un confinement contraignant. En Sibérie, en fait, on sait tous qu'aujourd'hui, la liberté passe par la traçabilité. Et dites-moi, chez vous, en 2093, en Sibérie, que sont devenus les États ? Alors, c'est un sujet assez délicat. Bon, là, il faut bien voir, je vous donne un regard rétrospectif, mais en réalité, pour nous, il nous a aussi fallu beaucoup de temps pour réaliser que l'usage du dragon rusé n'était pas qu'affaire de médecine. Il nous a fallu du temps pour comprendre qu'à partir du moment où notre intimité corporelle était modifiée, qu'à partir du moment où elle était sécurisée par la technologie, et ça commence déjà avec le téléphone portable, finalement, qui est de plus en plus une extension de nous-mêmes, finalement, c'est toutes nos valeurs politiques et tous nos principes de cohésion sociale qui se sont trouvés durablement transformés par cette nouvelle réalité matérielle. Donc ce que j'essaye de vous dire, c'est que notre cybersouveraineté est aujourd'hui embarquée dans le corps de chacun. Les experts en sciences politiques ont appelé ce phénomène la nanotisation des États. Le nanorobot Dragon Rusé en est la pièce maîtresse. Ce dispositif qui circule dans notre sang détient tous les éléments financiers, civils et biologiques. Donc on ne perd plus de temps avec des outils connectés extérieurs, on ne s'inquiète plus de la criminalité, de la protection des populations ou des privations énergétiques. Dragon Rusé anticipe tout risque de conflit, il permet à tout citoyen de s'intégrer dans la société. Vous êtes en train de nous dire, Virginie, que la façon dont on pense finalement la gestion des risques, notre rapport à la sécurité définit notre contrat social. Oui, et peut-être même plus, ça définit ce qui fait société. Dragon Rusé fait partie de nos livres d'histoire et nos manuels de sciences politiques. Il marque la dernière étape de la disparition des États-nations. 3 siècles ont été nécessaires pour parcourir 2 étapes. La première est cette idée d'un État-providence capable de prendre en charge protection et justice sociale. Ce mythe aura duré jusqu'à la fin du XXe siècle. La seconde est la croyance dans un État sanitaire fiable, alimenté par la standardisation de l'expertise et des big data. Et ça s'est malheureusement traduit par une bureaucratie toujours plus ingérable. Et enfin, la nanotisation de l'État, ou pour le dire autrement, l'État embarqué dans le corps de chacun, a mis fin à la croyance qu'il serait possible de constituer un peuple unifié autour d'un État. Il n'est plus possible de penser un État qui serait extérieur à l'intimité biologique d'un peuple. Nous savons aujourd'hui que la Constitution, tant française qu'européenne, est désormais sous la compétence de Dragon Rusé. La cybersouveraineté, qui est au cœur de votre rencontre aujourd'hui, c'est pour nous Dragon Rusé. Grâce à lui, il n'est plus nécessaire d'élire nos hommes et nos femmes politiques.
La vie politique suit les indicateurs de Dragon Rusé car il quantifie la qualité de vie des populations. Les autorités politiques sont automatiquement reconduites ou pas selon leur score. Les élections et la démocratie dite représentative n'existent plus et il faut dire qu'il n'y a plus de votants chez nous en 2093. Dites-moi, ça a l'air d'être très bien rodé hein, si on vous écoute. Bon, alors, en même temps je vous dis ça, mais je reconnais que rien n'est complètement parfait chez nous non plus. Ah. C'est bien sur le papier, c'est bien quand je vous en parle, mais il y a quand même un point aveugle qu'il ne faut pas sous-estimer. En fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien comment évolue l'algorithme de Dragon Rusé. On n'est plus vraiment certain de la façon dont il évalue les risques, mais c'est évidemment impossible pour nous de toucher à son codage sans risquer d'une certaine façon la catastrophe mondiale. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être donner une certaine garantie humaine à l'évaluation des risques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais finalement, peut-être que votre conception de l'État, c'était pas si mal. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on a atteint d'une certaine façon un point de non-retour et une grande partie des professionnels de la cybersécurité sont devenus, j'ose le dire, des romanciers, enfin plutôt des codeurs de romans qui, en fait, on fait ça pour essayer d'échapper à Dragon Rusé. Je vous remercie. Merci à vous, Virginie, pour ce voyage édifiant hein, que nous pourrions être appelés finalement à vivre dans les années qui viennent si nous n'agissons pas. Car Virginie, qui est avec nous aujourd'hui par écran interposé, fait partie de ce que l'on appelle, et certains d'entre vous la connaissent bien évidemment, la Red Team. Elle est sociologue, elle est directrice de recherche et médaillée de bronze du CNRS. Elle participe à l'élaboration de tout un tas de scénarios comme celui qu'elle vient de nous proposer. Plausible, dit-elle, non pas probable, mais plausible, aux côtés d'écrivains pour notamment l'armée française, afin d'anticiper les menaces à venir et évidemment parer à toute éventualité. Virginie, qu'est-ce que vous avez voulu ou qu'est-ce que vous avez essayé de nous dire avec cette fiction ? Alors dans cette petite dystopie, j'ai essayé de répondre à la question suivante. Comment imaginer le futur de la cybersécurité si toutes nos données médicales, financières ou civiles peuvent être croisées entre elles en temps réel? Donc, pour répondre à cette question, j'ai essayé de susciter un malaise dans l'auditoire. C'est réussi. En fait, dans cette société de Dragon Rusé, on ne peut plus faire de distinction entre ce qui relève du domaine privé et de la régulation publique, entre ce qui relève de la transparence et de la confidentialité, et aussi ce qui relève de l'individu propre et du collectif. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de vie politique, et il n'y a pas d'espace public non plus. Alors, j'ai essayé de montrer trois choses. Premièrement, dans un monde où les données individuelles sont fortement intégrées, on ne distingue plus ce qui relève de l'aléa biologique de la protection civile. Donc, aujourd'hui, on voit en 2023 que l'expansion des outils numériques touche toutes les facettes de nos vies personnelles, comme les enjeux de cybersécurité. Donc il est tout à fait possible qu'un jour, et un jour très prochain, on soit amené à radicalement repenser le découpage des domaines d'action publique. Donc je pense qu'il y a une réflexion vraiment en termes de politique publique, de découpage en fait des modalités d'action publique qui peut-être à repenser. Et ensuite, second point, quand on imagine l'avenir, souvent on a tendance à se concentrer sur l'évolution des grandes tendances, qu'elles soient géopolitiques, technologiques, démographiques, environnementales. Par contre, on néglige souvent les transformations de nos représentations sociales. Donc, quand représentation sociale, je veux parler de tout ce qui nous relie émotionnellement aux institutions, aux gens, aux lois, ce qui nous donne le sentiment d'appartenir à un collectif social et je dirais pour résumer notre loyauté civique. Et il est très probable que la façon de se penser en sécurité dans 50 ans, la façon dont on fera société sera très différente demain, ce qui se répercute dans notre relation aux politiques. Et enfin, je dirais, c'est peut-être vraiment la conclusion qui était au cœur de votre rencontre, c'est-à-dire que toutes ces professions qui sont dédiées à la cybersécurité, elles jouent un rôle fondamental. Et c'est pas simplement protéger les systèmes. Je crois vraiment que la place qu'on leur donne aujourd'hui et qu'on leur donnera demain dans la société définira la nature même de notre cohésion sociale. Voilà ce que j'ai essayé en quelques mots
d'illustrer à travers cette fiction qui est une dystopie, évidemment. Merci beaucoup Virginie. Je crois qu'effectivement l'exercice était réussi. Vous avez, je pense, réussi à nous mettre ce petit frisson d'anticipation quand on vous a écouté développer les différents arguments. Merci d'avoir été avec nous par écran interposé. Merci pour votre invitation.